La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Que c'est que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit, il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. En entrant dans la vieillesse, on fait sa mue, exactement comme le serpent. On change de peau parce qu'il faut changer 3 fois de peau. On change de peau de l'enfance pour rentrer dans la jeunesse, de la jeunesse dans l'âge mûr, de l'âge mûr dans la vieillesse. Et cet âge est appelé en même temps gain et perte. Ce que vous gagnez en expérience, vous le perdez en force physique. Et si vous tournez là, le vieillard tourne la pente, on dit qu'il va toujours vers la mort. Donc c'est la diminution. C'est pourquoi on dit que les idées qui ne sont que dans la tête des vieillards est une idée morte. Donc il faudrait la s'aimer dans la tête des jeunes. Et c'est pourquoi la tradition africaine s'occupe beaucoup de ces jeunes. Sans lui donner tous les droits, mais il met à sa disposition tous les moyens. On lui demande la patience, parce qu'on dit que la force la plus colossale, c'est la patience et l'humilité. Voilà la grande force. Et c'est le grand bonheur, le plus grand bonheur que nous avons, c'est l'oubli et le sommeil. Le plus grand bonheur qu'on a donné à l'homme, c'est l'oubli et le sommeil. Parce que s'il n'oubliait pas, il serait tellement méchant que chaque jour il tuerait. Alors, s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas réparer ses forces. Donc voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant
c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse. Il y a le souci qui anéantit le sommeil. Il y a la mort qui anéantit le souci. Et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort. On dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. Pour la mort, on dit c'est que le défunt avait fait. Ses exploits, les largesses, sa bonté. C'est la famille qui chante les louanges? Non, tout le monde, la famille peut chanter. La famille peut, mais rarement la famille, parce qu'en Afrique, il est très mal vu de parler de soi. Et c'est pourquoi nous avons des griots qui viennent parler de vous. Il y a par exemple des pleureuses qui sont des pleureuses professionnelles. Or, ils pleurent à l'occasion quand un vieillard d'un grand âge meurt. Alors, deux fois le funérail dure des jours et des jours et des jours et des jours. Et il y a une nuit, il y a une semaine là-dedans où on passe toute la semaine, toute la nuit, du coucher au lever du soleil. Et alors, voyez-vous, c'est là où on fait toutes les généalogies. Alors, chaque occasion est une occasion de donner la généalogie parce que c'est ça qui nous sert de registre d'état civil. Alors, on vous dit, vous êtes fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Par exemple, je prends le cas d'El Hadj Omar. On vous dit, quand El Hadj Omar, alors on dit, Oumar Seydou. Oumar est fils de Seydou. Alors on dit, Oumar Seydou, Antoumana, Koumou, Koudejo, Sadiga, Sangre, Bodeval, Oubokoun, Yassin, Yaba, Dede, Mani, Annabi, Heller, Bouitori. Vous voyez, tout ça, ce sont ses grands-pères. Et alors après, on reprend la lignée en disant, ton père Seydou est le frère d'un tel qui a eu un tel comme enfant, un tel comme enfant, un tel comme enfant. Tel enfant de ton père a été tué dans telle bataille. Il est enterré à tel endroit. Alors le généalogiste vous dit où vous devez vous marier et quelles sont vos mésalliances. Alors il y a ces griots qui sont les généalogistes.
Et il y a de cela une chose extraordinaire, le gouverneur Engoulevent avait un commis expéditionnaire griot. Ces commis expéditionnaires partaient chaque samedi. Il ne venait pas au bureau, il allait faire le griot. Et alors son chef de bureau l'a fait révoquer pour inexactitude dans le service, on l'a révoqué. Et alors, lui, comme il est griot, il est allé demander des renseignements sur la généalogie et sur la biographie du gouverneur général Van Vollenhoven, le gouverneur général Engoulevent. Alors, il a attendu un jour où on est allé à la course à Rufisque. C'était la seule course qui existait pour tout le Sénégal. C'est-à-dire que tout le monde venait là. Alors, c'est un grand monde. C'est comme le Longchamp ici, de là-bas. Et alors, à la mi-temps, et voilà le jeune griot qui sort, habillé en griot. Il vient là, il se présente à la tribune. Il dit « Engoulevent !» Alors, pour un Africain à l'époque, se permettre d'interpeller comme ça le gouverneur général, alors tout le monde était là, comme ça, saisi. Qu'est-ce que c'est? Engoulevent, gouverneur général de l'Afrique occidentale française et gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Roume et Ponty ont fondé le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, mais ils n'ont pas réuni les deux commandements. Engoulevent, tu as été le lauréat de ta promotion, sorti diplômé de telle école, telle école, telle école. Eh bien, je vous assure, Engoulevent ne savait pas où se mettre. Engoulevent était pris sous la magie du verbe. Il se lève, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit? Il dit, je suis un pauvre griot de fils en père. Contrairement aux habitudes de mes parents, j'ai été à l'école. On m'a instruit dans la langue française. On m'a donné le métier de commis expéditionnaire. Eh bien, parce que j'ai voulu suivre ma tradition, on m'a révoqué. Je viens te demander réparation. Le gouverneur général dit, allez, tais-toi, mon fils, viens me voir. Il arrive, il le remet dans le cadre. Il affecte à son bureau comme téléphoniste. Et alors, quand on prend le téléphone, on dit « Allô ?» Alors lui, il répond « Allô ?» On dit « Qui est à l'appareil ?» Il dit « Ici, Matabara Samba Ali Ndiaye, téléphoniste du gouverneur général, révoqué et repris. » Je voudrais que vous nous disiez quelque chose sur la race à laquelle vous appartenez, d'une part, et d'autre part, s'il y a parmi les personnages légendaires ou parmi les personnages historiques de votre race, des types, des personnages qu'on puisse citer et qui sont exemplaires. Évidemment, il y a d'abord l'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés de Peul, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment à la véritable de trouver l'origine réelle de Peul. Et je me demande s'ils ne sont pas un métissage de toutes les races blanches qui se sont trouvées à un moment donné dans le bassin de la Méditerranée. Pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. À part ça, on nous a fait descendre même des Gaulois. On nous a dit que nous étions des Arabes. Et une fois, il y en a, depuis la conversion des Peul à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse cousin de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce que pensait un Peul. On dit le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, et on dit, par exemple, les Bambara disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigreur est si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français, là ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent, Peul, oh, toujours malade, jamais mourir. Un jour, dans la mosquée, l'imam, le chef annonce la mort d'un noble Peul qui s'appelle Tchabadio Dioro Yalalbe.
Il dit, mes amis, je vous annonce aujourd'hui avec beaucoup de tristesse dans le cœur que Dieu a rappelé à lui et le prince Tchamba Dioro et Alalbe. Alors tout le monde dit, quelle catastrophe, oh, quel malheur, quel malheur. Quand tout le monde s'est tu, Ibrahim Khalilou se lève et dit, Cheikh Amadou, il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, Dieu a tué quelqu'un qui le surpasse en 3 choses. Alors vous voyez, en pays musulman, dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse Dieu en 3 choses, alors on dit, ben, ça c'est un anathème, on défère Ibrahim Khalilou devant le tribunal. Alors les marabouts, bigots, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de Dieu qu'avec beaucoup de respect, et puis surtout, c'est pas traiter Dieu comme un camarade ou comme n'importe qui, comme ça. Alors, on dit, les marabouts prononcent la confiscation totale des biens d'Ibrahim Khalilou. Alors on est allé ramasser tout ce qu'il y avait dans la maison d'Ibrahim Khalilou et lui laisser rien que son parterre, comme on dit. Et évidemment, il y avait un puits dans la maison d'Ibrahim Khalilou. Ce puits était le meilleur puits de Hamdallah, aussi bien par son débit que par ses eaux très claires, limpides, une eau fraîche, toujours fraîche et très légère. Et tous les notables buvaient le puits d'Ibrahim Khalilou. Ce qui fait que vraiment c'est le puits où chacun vient s'asseoir pour attendre son tour, tellement il est aimé. Et alors, Ibrahim Khalilou, quand on lui a ramassé toute sa fortune, il s'est trouvé absolument sans rien. Quelques jours après, il va trouver le roi, Cheikh Amadou. Il lui dit, Cheikh Amadou, je viens te demander un renseignement. Il dit, j'ai été condamné à la confiscation de tous mes biens. Tous mes biens ont été ramassés. Ce qui reste maintenant, les murs de mes maisons et puis le parterre, le sable, ce qui se trouve là-bas, le tas d'immondices qu'on a oublié de faire sortir, qui est là-bas, et puis le puits, et puis au moins ça, c'est pour moi. C'est pour moi ou c'est comme je dis ça, c'est pour toi. Du moment qu'on ne l'a pas ramassé, c'est que c'est ton bien. Il dit donc, je peux en faire usage selon mon bon plaisir. Mais bien sûr, puisque c'est à toi. Il dit, bon, de mon puits, je vais en faire un vater. Du coup, le puits que tout le monde vient puiser de l'eau, tu vas en faire un vater. Il dit, puisque c'est à moi. Ou bien vous allez vous dédire encore, une fois de plus. Alors, on dit, eh bien, Ibrahim Khalil, ça, c'est très fort. Ce puits n'est pas à toi tout seul, mais c'est pour la communauté. Il dit donc, j'ai une part là-dedans. Il dit, ben, donnez-moi ma part, je vais en faire un vater. Puis moi, je ferai ça d'un côté et vous boirez de l'autre. Alors, ils se sont tournés vers le noble, on dit, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il n'y a rien à faire avec lui, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, ah, écoutez, faites cotisation pour lui restituer son bien. Alors, on a fait une cotisation, on lui a restitué. Et oui, une ville de près de 100 000 habitants a cotisé, chacun donnant la valeur de 10 ou 15 francs, ce que ça fait. Il est devenu peut-être 5 ou 6 fois plus riche qu'il ne l'était. Ce sont des histoires très, très jolies, très belles, très édifiantes. Y a-t-il le moyen de pouvoir imaginer la reconstruction d'une histoire de l'Afrique, cette tradition historique, à travers la tradition orale? Y a-t-il la possibilité de retrouver, à travers une récolte, la tradition orale de cette histoire prestigieuse du continent? On dit chez nous que lorsque vous amenez votre jus de fruits au marché, ne le vantez pas, faites-le goûter. Alors c'est la langue qui plaidera pour votre marchandise. Ça veut dire que pour la réponse à votre question, je ne dirais pas oui, mais je dirais seulement j'ai fait un livre en partant des traditions orales. C'est l'Empire Peul du Massina, dont le premier tome a apparu et le deuxième tome est en chantier. Et d'autre part, l'histoire vraie de l'Afrique ne peut être faite qu'à partir de la tradition orale. Parce que tant au point de vue généalogie, au point de vue coutume réelle, ce n'est que la tradition orale, puisque nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de... Tout est oral, c'est dans l'oralité. Alors donc, on peut recueillir cela, et d'autant plus actuellement, on peut le faire qu'on a des moyens.
Il y a la radio, il y a le film, il y a le cinéma, on peut enregistrer, il y a des bandes magnétiques. Alors ça constitue, c'est la période qu'il faudrait, c'est la période la plus propice pour récolter. Et sans se soucier si c'est vrai ou non, mais faire d'abord la récolte, la moisson, exactement comme celui qui va chercher des fruits dans la brousse. Il ramasse tout, alors après il mettra les cerises avec les cerises, il mettra chaque fruit avec son espèce. Et ça veut dire que actuellement il faudrait qu'il y ait des équipes qui partiront avec des magnétophones, bien avec des films, pour filmer les choses sur place et écouter les traditionalistes. Parce que les derniers vont disparaître dans 25 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'UNESCO que j'ai été très ému de voir le monde entier s'accorder sur une chose, le sauvetage des monuments du Nibi. Ça a été vraiment une œuvre mondiale où tout le monde s'est mis d'accord. Mais à côté de ces monuments, il y a d'autres monuments qui sont plus périssables. C'est toute la tradition orale qui est dans le cerveau des hommes, et ces gens sont mortels. Tandis qu'à côté des monuments du Nibi qui auraient pu encore rester 60 ans dans l'eau, eh bien nous, d'ici 60 ans, avec tout l'or du monde, on ne pourrait pas reconstituer. Alors actuellement, avec peu de moyens, on peut sauver ce qui peut être sauvé. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique vue de l'Europe et non pas une histoire de l'Afrique vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique, mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique parce qu'on aura parlé à notre place et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place. Excellence, vous nous avez dit que tout en Afrique est enseignement. Mais d'après le ton que vous avez utilisé pour nous parler ce soir, c'est une pédagogie qui ne semble pas toujours axée sur la gravité, comme en Occident. Toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors il faut rire parce que le rire est un remède. C'est savoir rire et faire rire. Riez, faites rire sainement, car toujours trop sérieux n'est pas très sérieux. Alors l'Afrique rit, l'Afrique a de la foi.